Bonjour tout le monde, ça sera pas long, on attend que les gens se connectent tranquillement. On va commencer dans une petite minute environ. OK, donc par respect pour les gens qui sont à l'heure, on va débuter. Michel, je te passe la parole en premier. Oui, bonjour tout le monde. Bienvenue à tous au webinaire de l'ADRIC, l'Association pour le développement de la recherche et l'innovation du Québec. Je vois qu'il y a beaucoup de monde qui se branche, donc ça témoigne qu'il y a un grand intérêt pour développer les marchés publics. Mon nom est Michel, je suis directrice du développement et des partenariats stratégiques à l'ADRIC. Et ben, c'est ça, le webinaire est rendu possible grâce à notre partenaire, le MEIE. Avant de céder la parole à Marilyn, j'aimerais vous dire que si vous souhaitez être tenu au courant des formations qui vont avoir lieu dans la prochaine année sur le thème des marchés publics, vous pourrez laisser vos coordonnées dans le sondage à la toute fin qui sera mis dans le chat. Donc, merci beaucoup et bon webinaire à tous. Donc, bonjour, moi c'est Marilyn Rémillard, directrice des communications et des événements à l'ADRIC. Avant de vous présenter le déroulement de la séance, je veux juste vous dire que le webinaire y est enregistré, puis on va vous envoyer le lien pour le revoir après la séance, tout comme le PowerPoint de la journée. Donc, avant d'aller plus loin, je veux juste vous pousser une petite question qu'on va vous demander de répondre. C'est une question interactive. Vous devriez la voir à l'écran en ce moment. Donc, je vais juste vous demander de répondre. Ça va nous aider à mettre la table là, pour savoir un peu où vous vous situez par rapport au marché public. Donc, en ce qui concerne le déroulement, ben, la première partie du webinaire va vous permettre de comprendre les marchés publics, les avantages, les processus et la façon de vous y prendre. Puis, on prendra ensuite vos questions. Vous pourrez les écrire au fur et à mesure dans le chat, mais on va vraiment avoir une période dédiée aux questions. Ça va être plus simple de cette façon-là. Ensuite, on aura le témoignage d'une PME qui a réussi à obtenir des contrats publics. On verra comment elle s'y est pris, ce qui a fonctionné, ses conseils. Vous pourrez d'ailleurs lui poser à elle aussi vos questions. Puis, on va terminer avec la boîte à outils du ministère. Euh, Avant toute chose, je veux juste m'assurer que vous connaissez bien la DRIC. Donc, je vais juste vous présenter rapidement. Fabien, si tu veux, merci. La DRIC, c'est l'Association pour le développement de la recherche et de l'innovation du Québec. Notre mission est simple, c'est de stimuler l'innovation pour accroître la compétitivité du Québec. Concrètement, nos actions s'articulent autour de trois grands axes. Donc, d'abord, promouvoir la recherche, la relève, l'excellence en innovation. On le fait notamment à travers la promotion de la relève et de l'entrepreneuriat, à travers notre gala des prix innovation, mais aussi à travers nos webinaires et nos ateliers comme aujourd'hui qui diffusent les bonnes pratiques en innovation. Le deuxième axe, mobiliser, c'est-à-dire rassembler l'écosystème de l'innovation au Québec. On organise, par exemple, des cocktails de réseautage, des sondages sur des enjeux d'innovation, puis on anime un comité d'affaires publiques pour faire rayonner la voix de nos membres. Puis, le dernier axe, Fabien, tu peux changer de diapo à ce moment-là, c'est d'accompagner, dans le fond, grâce à un réseau de 46 experts conseils en innovation accrédités qui couvre tout le cycle d'innovation, de l'idée jusqu'au marché. Ce réseau fonctionne selon un code d'éthique et des normes rigoureuses, assurant un accompagnement de qualité aux entreprises. Donc, bref, ben, l'ADRIC, c'est le rassembleur de l'écosystème de l'innovation au Québec, un allié concret pour les entreprises qui veulent transformer leur idée en succès. Et maintenant, je vais vous présenter nos deux conférenciers d'aujourd'hui. D'abord, on a Fabien Durand. Il est expert en marché public, mais aussi expert accrédité de la DRIC, justement, et fondateur de KeyPoint depuis 2008, avec plus de 450 millions de dollars de contrats remportés pour des PME et plus de 1000 appels d'offres à son actif. Il partage son expertise en tant que formateur depuis 2022. Ensuite, on a Annick Tardif, copropriétaire de Tomorrow, une PME de Québec spécialisée en développement web et info nuagique. Son expérience avec les appels d'offres publics a débuté en 2012. À travers son parcours, elle a également participé à diverses initiatives du gouvernement du Québec visant l'accès des PME au marché public, dont des comités consultatifs et groupes de travail. Donc, je passe maintenant la parole à Fabien Durand pour la suite et je vais d'ailleurs partager les résultats du petit sondage pour mettre la table. Est-ce que vous voyez les résultats à l'écran? Good. Donc, Fabien, à toi de jouer.
Bonjour à tous, merci Michel et merci Marilyn pour cette belle introduction. Ça va me faire plaisir de parler à autant de monde des marchés publics, un sujet dont on entend souvent parler dans les médias, mais un sujet qui est très méconnu. Si j'en vois les résultats de petits sondages, vous êtes 48% à connaître les grandes lignes sans les avoir appliquées, donc c'est quand même pratiquement la majorité. Et c'est un enjeu principal qu'on voit chez les PME où on se dit oui, on veut travailler avec le gouvernement, oui, on connaît les grandes lignes, mais comment le mettre en pratique, c'est un mystère. Donc, c'est ce qu'on va essayer de démystifier aujourd'hui pendant ce webinaire. Et puis, on aura la chance d'avoir le partage d'expérience d'Annick ensuite pour son entreprise. Ce que je voulais vous dire, c'est que les marchés publics, c'était l'ensemble des contrats accordés par l'État, ça incluant les municipalités. Donc, on parle vraiment de tous les organismes publics qui sont en lien avec le gouvernement du Québec, sans oublier nos gouvernements locaux pour lesquels on va aller voter ce dimanche. Et sans oublier aussi des gros joueurs comme Hydro-Québec qui a des gros mandats actuellement qui sont en cours de mise en place. Lorsque je donne les formations, la question qui me surprend toujours, c'est quelle est la valeur des marchés publics au Québec? Et puis je pose la question, et puis on est tous des contribuables de notre caméra, là, et les gens ne savent pas quelle est la valeur des contrats publics. Et le chiffre magique, c'est 32 milliards de contrats qui sont donnés entre 2023 et 2024. Donc 32 milliards, je vous invite à réfléchir à ce chiffre. C'est un très gros montant. Et c'est normal que nos PME québécoises soient très actives pour aller chercher ces contrats-là. Donc, s'il y avait un chiffre à réfléchir, à retenir, c'est celui-là pour nos PME. Les plus gros ministères et organismes qui octroient des contrats, on les connaît. Le MTQ, Ministère du Transport du Québec. Le CAG est un peu moins connu. Centre d'acquisition gouvernementale, c'est l'ancien CSPQ pour les plus anciens. C'est l'organisme qui va faire du regroupement d'achat pour tous les ministères. Donc, par exemple, un hôpital qui est à Amqui, un hôpital qui est à Rouyn-Noranda ou dans la région de Montréal, ils ont tous les mêmes besoins. Donc, ces achats sont regroupés à travers le CAC. Donc, quand vous avez des produits qui se retrouvent dispatchés partout au Québec, ben, ça passe souvent à travers le CAC. Le SQI, Société québécoise d'infrastructure, pour toute la gestion des infrastructures, des bâtiments du gouvernement du Québec. Santé Québec, qu'on voit de plus en plus actif sur les marchés publics. Et bien sûr, Hydro-Québec, qui est un gros joueur. N'oublions pas non plus les sociétés d'État comme l'Auto-Québec, la CEPAC, etc. et nos municipalités. Donc, vous voyez, pour les municipalités, pour vous, en tant que PME, ça fait plusieurs cibles de clients que vous pouvez aller chercher. Et pour chacun d'eux, bah, il y a l'approche générique et assez standard, mais il y a des particularités qu'il faut connaître. Oups, j'espère que ça va marcher. Comme le disait Michel, ça fait plus d'une trentaine de formations qui ont été données partout au Québec. Et ce qu'on remarque parmi les hésitations des PME à se lancer sur les marchés publics, c'est la méconnaissance des règles. Donc pour vous, on va vous adresser cette situation-là aujourd'hui. Vous allez avoir une meilleure compréhension des règles et puis vous allez voir que ça va beaucoup vous aider. Rareté de l'accompagnement, ça change. Les initiatives qui sont mises en place par le MEIE et puis la DRIC vont dans ce sens pour vous offrir de l'accompagnement auprès des entreprises. Peu de formation adaptée, vous allez voir toute la boîte à outils que le MEIE a développée. Donc, ça va vous donner aussi des outils pour pouvoir être mieux formé et puis la persistance des mails. Si on regarde comment sont répartis les contrats, bah, c'est un bon 28% qui sont pour de l'approvisionnement. De l'approvisionnement, c'est les biens, donc tout ce qui est matériel. On a 37% qui est pour les services. Donc, ça peut être aussi bien des services en technologie de l'information que pour de l'entretien ménager, que pour du déneigement. Donc, tout ça, c'est dans les services. Et puis 35% qui sont en construction. Les modes de sollicitation, ben, on va voir tantôt les seuils. Au-dessus des seuils, oups, excusez-moi, on a passé une acétate. Bon, s'il y a une chose qu'il faut retenir de ce webinaire, c'est de comprendre les seuils d'approvisionnement.
Les seuils d'approvisionnement, puis vous pouvez me regarder en même temps, c'est le seuil, c'est la valeur estimée du contrat. Dès qu'on est au-dessus de ce seuil-là, on va être sur un approvisionnement public. En dessous de ces seuils-là, on va être sur d'autres types d'approvisionnement. Le seuil pour de l'approvisionnement de biens, il est à 33 400 $. Pour des services, il est à 133 800 $. Pour de la construction, c'est pareil, c'est 133 800 $. Petite exception, pour la santé, l'éducation et puis l'agroalimentaire, le seuil il est à 133 800 $. Pour ceux qui ont plus d'expérience, c'est les anciens 25 000 $ et les anciens 100 000 $ qui ont été mis à jour par rapport avec l'inflation. Donc, la première question que vous avez à vous poser en tant qu'entreprise, en tant que PME, c'est quelle est la valeur moyenne des contrats que je vais aller chercher. Si je suis en service et que je vais être en dessous de 133 800 $, ben, ça va être une stratégie à adopter. Si je vais être au-dessus, ça va être une autre stratégie à adopter. Et la stratégie à adopter, elle est en fonction de ces seuils-là. Pourquoi? Parce que dès que je suis au-dessus du seuil, je suis obligé d'avoir un appel d'offres public. Donc, je suis en service, je sais que la valeur moyenne de mes contrats, c'est 250 000 $. Donc, je vais regarder des contrats qui sont sur appel d'offres public. Ça, c'est tous les appels d'offres qui sont publiés sur SEAO. Pourquoi? Parce que l'acheteur de l'organisme public, quand il va faire son évaluation du budget du projet, il va être obligé, au-dessus des seuils, d'aller sur un processus pour donner la chance à tous les fournisseurs de pouvoir soumissionner. Donc, c'est ce qu'on appelle un appel d'offres public. En dessous des seuils, on a plusieurs d'autres types d'approvisionnement qui sont les appels d'offres sur invitation, c'est pas en gré à gré, les appels d'offres de public volontaire ou les appels d'offres régionalisés. Appel d'offres sur invitation, je suis un acheteur, j'ai identifié 3 à 5 fournisseurs qui sont capables de fournir ces services-là. Je leur envoie l'invitation et eux, ils vont avoir 2 à 3 semaines en général pour pouvoir soumissionner. Contrat gré à gré, je suis un acheteur, j'ai des besoins particuliers pour faire de l'entretien sur l'équipement d'une marque en particulier, c'est-à-dire Caterpillar par exemple. Je dois obligatoirement avoir un fournisseur qui fournit les équipements pour cette marque-là. Donc là, je peux fournir un contrat en gré à gré. Il y a plusieurs critères qui peuvent être appliqués pour les contrats en gré à gré. Donc, ce qui est important pour vous en tant que PME, c'est de savoir quelle est la valeur moyenne de vos contrats pour savoir est-ce que votre stratégie pour aller attaquer les marchés publics, elle va être au-dessus des seuils, donc appel d'offres publics, ou en dessous des seuils, où on est sur des démarches commerciales qui sont plus classiques, de se faire connaître auprès des PME, auprès des donneurs d'ordre. Autre chose importante à comprendre parmi les règles, c'est comment l'adjudication se fait. Et au Québec, on a 4 règles principales qui s'appliquent. Celle qu'on connaît le plus fréquemment, c'est le prix uniquement, ce qu'on appelle communément le plus bas soumissionnaire conforme. Plus bas soumissionnaire conforme, l'adjudication se fait uniquement par rapport au prix. Donc, l'acheteur va regarder le bordereau de prix, va regarder le total, et en fonction du prix le plus bas, il va adjuger le contrat. Ce que les PME ont tendance à oublier, c'est que dans la règle, il y a le mot conforme. Le mot conforme est très important. Donc, si la spécification technique me dit que je dois avoir un réfrigérateur d'une largeur de 1,10 m, par exemple, et que mon réfrigérateur m'a fait 1,20 m et que je dois fournir les spécifications techniques, je ne suis pas conforme. Donc, même si j'ai le plus bas prix, je vais être rejeté. Donc, très important de respecter la conformité. Et les PME ont tendance à l'oublier. Deuxième règle d'adjudication que l'on voit de plus en plus, c'est qualité minimale puis prix. Donc là, les acheteurs viennent introduire, c'est la notion qualitative. Donc on va évaluer, on va mettre certains critères qualitatifs. Par exemple, expérience de l'entreprise, référence sur des projets passés, expérience du chargé de projet, expérience de l'équipe, processus interne pour fournir les services. On va évaluer cette qualité minimale. On va dire, je dois avoir une note de passage de 70. Et puis ensuite, je vais retenir uniquement les propositions des fournisseurs qui ont une note de 70%. Et ensuite, je vais adjuger par rapport au prix. Donc là, on a une notion qualitative. C'est quelque chose qu'on commence à voir de plus en plus dans les services pour se distinguer du plus bas soumissionnaire conforme. Donc, c'est une règle qui est de plus en plus populaire.
Troisième règle que l'on voit souvent sur les projets les plus complexes, c'est un rapport qualité-prix. Donc là, je vais avoir mon évaluation qualitative aussi, mais mon prix ne va pas compter sur 100%, il va compter pour 20, 30, 40%, selon les règles qui sont définies dans l'appel d'offres. Et donc là, je vais avoir un rapport qualité-prix qui va se faire. Quatrième, quatrième règle, c'est la qualité seulement. Donc là, c'est ce qu'on on va faire une évaluation uniquement par rapport à la qualité. Il y a quelques règles aussi qui sont spécifiques à l'architecture et puis à l'ingénierie, mais ça, si vous avez besoin de plus d'expertise là-dessus, je vous invite à aller consulter la boîte à outils du MEIE, vous allez avoir plus d'informations par rapport à ça. Donc, bien comprendre quelles sont les règles d'adjudication, et ça, dans les appels d'offres publics, elles sont écrites noir sur blanc dans le document de régie, et ça permet de prendre une décision, est-ce que je veux soumissionner ou je ne veux pas soumissionner en fonction de la règle d'adjudication. Donc, une fois que vous avez identifié des appels d'offres, il faut s'assurer de répondre à des exigences préalables qui sont obligatoires. Ça, c'est des critères que vous allez retrouver dans tous les appels d'offres. Bon, la première chose qu'il faut s'assurer, c'est est-ce que répondre à des appels d'offres publics, ça correspond aux orientations stratégiques de mon entreprise et est-ce que mon offre de service, elle va correspondre à des besoins qui vont être exprimés par des organismes publics. Ça, c'est la règle de base. J'ai une offre de service, est-ce qu'elle va correspondre à un marché? Ensuite, il y a des exigences de conformité. Donc, les points que vous allez voir en dessous, sont toujours présents dans les appels d'offres. Donc, est-ce que j'ai mon accès à ClickSecure? Pourquoi? Pour pouvoir accéder à SEAO, commander les documents sur SEAO, entre autres. Est-ce que mon entreprise est sur le RENA? Le RENA, c'est le registre des entreprises non admissibles qui est géré par l'AMP. Si votre entreprise est sur le RENA, ben, je suis désolé, mais vous ne pourrez pas soumissionner à des appels d'offres publics. Est-ce que mon entreprise est en règle avec Revenu Québec? Donc, est-ce que je suis capable d'aller chercher une attestation de Revenu Québec qui atteste que toutes mes déclarations sont en règle? Ce qu'on voit aussi de plus en plus, c'est l'Office québécois de la langue française, un certificat de francisation. Et attention, le certificat de francisation est requis pour toutes les entreprises de 25 employés et plus depuis le mois de juin. Donc, il y a eu, dans le temps, il y a quelques mois, c'était encore 50 entreprises, 50 employés et plus. Maintenant, c'est 25 employés. Donc, avoir ce certificat de francisation. Ensuite, on peut vous demander un programme d'accès à l'équité, lobbyisme aussi. Et puis l'AMP, c'est pour tous les contrats de 1 million de dollars et plus ou 3 millions de dollars et plus pour la construction. C'est une enquête qui est faite sur l'entreprise et puis sur ses administrateurs et ses dirigeants pour tous les contrats majeurs. Donc, ça demande une autorisation de contracter de l'AMP. Une fois que vous êtes sûr que votre entreprise est capable de répondre aux exigences préalables, il faut s'organiser pour soumissionner. Et le processus que je vous montre ici, c'est un processus qui a fait ses preuves et c'est un processus qui ressemble à un processus de vente, mais qui est adapté sur les marchés publics. Donc, si vous voulez avoir du succès pour gagner des appels d'offres, il est recommandé de mettre en place ce processus-là. La première étape, c'est d'identifier les opportunités. C'est sûr que si vous n'êtes pas au courant des opportunités, vous ne pourrez jamais gagner des contrats. Donc, pour identifier ces opportunités, il s'agit de faire une veille sur la plateforme SEAO, qui est la plateforme de publication des appels d'offres du gouvernement du Québec. Une fois que j'ai identifié mes 10 opportunités, il y en a sûrement que 3 sur lesquelles j'ai des chances de succès. Donc, la deuxième étape, qui est pour moi la plus importante, c'est la qualification. Quand je qualifie une opportunité, je fais une analyse à 360 degrés de l'opportunité pour mon entreprise et à la fin, avec un maximum de critères objectifs, je suis capable de décider, oui, c'est une bonne opportunité pour laquelle j'ai des chances de succès ou non, je n'ai pas de chance de succès. Ou alors, est-ce qu'il me manque quelque chose pour pouvoir avoir du succès et comment je peux contrer ce point manquant. Donc ça, c'est la qualification. À la fin de la qualification, sur mes 10 opportunités que j'ai identifiées, il n'y en a que 3 sur lesquelles j'ai un maximum de chances de succès. Donc, je passe à ma troisième étape, qui est la rédaction. La rédaction, c'est là où je vais préparer ma proposition.
Je vais m'assurer de répondre à tous les critères de conformité. Je vais m'assurer d'avoir tous mes documents en règle. Je vais m'assurer de signer tous les documents tels que requis. Et je vais préparer ma proposition qualitative quand j'ai du qualitatif à remettre. Donc ça, c'est une étape qui est importante et à ne pas négliger. Une fois que j'ai fini mon étape numéro 3, je soumets ma proposition, mais le processus n'est pas fini. Je veux savoir, est-ce que je la gagne, l'opportunité, ou est-ce que je la perds? Si je la gagne, pourquoi je l'ai gagnée? Si je la perds, pourquoi je l'ai perdue? Et comment je peux m'améliorer? Donc, c'est pour ça que c'est un processus qu'on met en place. Et ce que je dis aux entreprises, c'est que vous devez passer au moins 5 fois à travers ce processus-là pour pouvoir avoir du succès sur les marchés publics. Pourquoi? Parce que la première fois, vous allez être perdu. La troisième fois, vous allez être un petit peu plus en contrôle du processus et vous allez avoir de la documentation qui va être prête. Puis la cinquième fois, ben, vous allez être beaucoup plus à l'aise dans ce processus-là et vous allez être capable de travailler vraiment sur la valeur ajoutée. Donc, c'est un processus qu'il faut avoir au moins 5 fois pour pouvoir décider pour pouvoir vraiment maximiser vos chances sur les marchés publics. Première étape, identifier les occasions d'affaires. Je viens de vous en parler. SEAO, vous devez sûrement tous connaître cette plateforme-là. C'est là où vous allez trouver vraiment toutes les occasions d'affaires du gouvernement du Québec et des municipalités, entre autres. On a de la chance au Québec, tous les appels d'offres publics se retrouvent sur SEAO. Donc, mettez en place un processus de veille, allez vérifier tous les jours, ou alors mettez en place des processus de jumelage pour pouvoir faire une veille et recevoir directement les appels d'offres sur votre courriel à tous les matins. Donc, ce qu'on va retrouver sur SEAO, c'est à la fois les appels d'offres publics, mais aussi toute l'historique de contrats, les historiques des contrats, donc les contrats qui sont antérieurs à plus de 12 mois. Donc, c'est très intéressant. Et puis, vous allez avoir aussi tous les contrats sur invitation, tous les contrats en gré à gré qui sont publiés sur SEAO. Donc, ça, c'est une mine d'or d'informations. Et quand on est en formation, qu'on leur montre aux entreprises comment vraiment utiliser SEAO, là, ils ont une révélation par rapport à toute l'information qu'ils sont capables d'aller chercher. Donc, je vous invite vraiment à suivre cette formation-là pour pouvoir bien maîtriser SEAO. La qualification, je vous en ai parlé un peu plus tôt, c'est l'étape la plus importante, c'est comment faire une lecture exhaustive des documents, comprendre les obstacles potentiels, poser des questions à l'acheteur. Poser des questions à l'acheteur, ça c'est un outil très pertinent pour pouvoir clarifier des requis ou faire changer des requis. Et puis trouver des solutions créatives pour enfin prendre une décision go-no-go, soumission-no soumission qui soit la plus objective possible. J'ai souvent eu des entreprises qui arrivaient vers moi et qui me disaient j'ai un taux de succès de 10% sur mes appels d'offres, la motivation elle est au plus bas de mon entreprise, qu'est-ce que je dois faire? La première chose à faire, c'est de travailler sur la qualification. Et je peux vous dire que quand on a des taux de succès de 30 à 40 ou 50%, la motivation des équipes, elle est très, très importante. Comment rédiger ensuite une proposition qui soit à la fois conforme et gagnante? L'approche qu'on a souvent, c'est de changer l'état d'esprit des entreprises. Pourquoi? Parce qu'ils voient souvent les propositions comme de la paperasse administrative à faire. C'est pas ça. Changer l'état d'esprit en se mettant en mode projet. Monter une proposition, préparer une proposition, c'est un projet. Et toutes les entrepreneurs, toutes les entreprises, elles savent gérer des projets et elles adorent gérer des projets. Donc, dès qu'on fait ce changement d'état d'esprit, ben, on peut voir que l'implication de tout le monde dans l'entreprise, il est au maximum parce qu'on va gérer des tâches en mode projet. Et puis là, on va être sur du qualitatif et on va s'assurer d'avoir une proposition qui soit la plus conforme possible et la plus professionnelle possible. Donc, il y a des techniques pour pouvoir s'organiser, il y a des techniques pour pouvoir faire de la rédaction. Et puis, une des techniques gagnantes, c'est vraiment de se mettre en mode projet. À la fin, la conclusion, dernière étape de mon processus, pourquoi j'ai gagné l'appel d'offres, et puis surtout pourquoi je l'ai perdu, et puis et comment je peux m'améliorer dans mon processus. Donc, c'est vraiment un processus d'amélioration continue. Je vais partager mes 7 habitudes pour remporter les contrats publics. La première chose, rester en alerte, mettez en place
un processus de veille qui soit automatisé, et puis on peut le faire aujourd'hui dans un SEAO. Garder le focus, prendre une bonne décision go-no-go, soumission ou non-soumission, et puis analyser le mode de sélection. Troisième meilleure habitude, s'organiser comme un projet. Quand on prépare une proposition et qu'on est en mode projet, ça fait toute une différence et ça évite des rédactions à la dernière minute. Quatrième étape, quatrième habitude, être stratégique. Comment on communique avec l'acheteur, ça a beaucoup d'importance. Et puis, quand on est intelligent avec l'acheteur et qu'on pose des bonnes questions qui vont l'aider, on va avoir une très bonne réception des acheteurs. Faites changer les requis. Puis, si dans votre proposition, il y a un élément sur lequel vous n'avez pas obligatoirement les bonnes ressources, bah, prenez un partenaire qui soit meilleur que vous. Les modes de rédaction ont beaucoup changé dans les dernières années. On est de plus en plus très, très précis et concis dans notre proposition. On le sait, les lecteurs ne lisent plus. Là. Les acheteurs, c'est pareil. Donc, des propositions de 70 pages, alors qu'on peut la faire en 30 pages, c'est ce qu'on va privilégier. Utiliser l'intelligence d'affaires, je vous ai dit, sur SEAO, il y a beaucoup d'informations. Les entreprises ne savent pas utiliser cette information-là. Et il y a des bonnes approches à prendre pour pouvoir utiliser l'intelligence d'affaires, puis être persévérant. Le processus que je vous ai montré, dites à vos entreprises ou vous en tant qu'entreprise, appliquez-le au moins 5 fois. C'est à ce moment-là que vous allez avoir des taux de succès qui vont être maximisés. Donc, et ça qui vont permettre de vous améliorer. Donc, ça conclut mon webinaire, ma présentation. J'espère que je suis allé un peu vite sur un sujet qui est un peu complexe. Donc, si vous avez des questions maintenant, ça va me faire plaisir de les prendre. Vous pouvez soit écrire dans le chat ou carrément lever la main. On va vous. Ouais, ben, Dominique Bellemare, tu peux ouvrir ton son qui est déjà ouvert. À toi la parole. Ah oui, le son est déjà ouvert. Oui. Fabien, merci beaucoup. Excellente présentation. C'était très, très clair. J'ai une question pour toi. Dans un contexte où est-ce qu'on n'est pas face à un produit de commodité qui est facile à spécifier, dans un contexte où est-ce que mon client a une proposition de valeur qui, un, n'est pas une commodité, puis deux, n'est pas nécessairement connu des acheteurs potentiels, comment vois-tu le travail en amont de l'appel d'offres pour peut-être tenter de faire teinter le devis, si tu comprends ce que je veux dire? Oui, on ne va pas utiliser teinter le devis. On va utiliser J'aime bien le sourire de Mme Tardif. OK. En fait, t'as un cas qu'on voit de plus en plus où les entreprises ont souvent des produits ou des solutions qui sont innovants et qui veulent présenter aux organismes publics. C'est sûr qu'il y a d'autres canaux que les appels d'offres publics pour pouvoir se faire connaître et puis pour pouvoir faire spécifier des produits, notamment dans tout ce qui est dans le secteur de la santé où ils ont des processus qui sont vraiment particuliers. Tu es vraiment dans ce cas-là dans un processus de vente classique où tu dois faire présenter ton produit pour pouvoir lancer un processus d'achat ensuite. Quand ton acheteur, quand l'organisme public est décidé d'aller vers ton produit ou une solution, eux, ils doivent respecter des critères, des critères. Donc, ils doivent s'assurer qu'il n'y a pas de produit similaire ou concurrent qui pourrait faire la même chose que le client. Puis c'est là, ça, c'est le travail de l'acheteur. Donc, en fonction de la valeur de l'achat, c'est l'acheteur qui va prendre la décision. Est-ce que je suis capable d'aller sur un contrat, sur un appel d'offres sur invitation? Est-ce que je suis capable d'aller sur un gré à gré en fonction de mes seuils? Ou alors est-ce que je dois faire un appel d'offres public? Et ça, c'est un travail à faire en amont. Et pour ton entreprise, il faut qu'elle respecte ce processus-là, qu'elle comprenne ce processus-là aussi. Mais l'acheteur, lui, va toujours devoir aller chercher la meilleure solution pour le meilleur prix en fonction de ce qui existe sur le marché. Donc, c'est tout un travail. Et pour le travail en amont, est-ce que l'entreprise doit obligatoirement s'inscrire au registre des Des lobbyistes? lobbyistes. En fait, si c'est de la représentation commerciale, c'est correct, tu peux ne pas t'enregistrer au niveau du lobbyisme. Si tu es dans l'influence pour pouvoir changer des lois, changer des règlements, changer des procédés, dans ces cas-là, oui, il vaut mieux t'enregistrer comme lobbyiste. Mais ce qu'on te dit, c'est que selon le niveau de communication que tu as avec ton acheteur ou avec ton porteur de projet,
au bout d'un moment, il faut lui poser la question, est-ce qu'on devrait s'enregistrer comme lobbyiste? Puis tu OK. vas voir que la réaction de le donneur d'ordre, ça va être, ah oui, je pense qu'on va être plus sécuritaire en se mettant en mode lobbyiste, et puis ça va le rassurer aussi. Ça va le Donc, rassurer. c'est une discussion à avoir. Parfait. Merci, c'est très clair. Merci. On a une question dans le chat, puis n'hésitez pas à lever la main en attendant. Est-ce qu'il y a des façons plus efficaces que d'autres pour utiliser SEAO? Quelles seraient alors les meilleures pratiques? Je vous invite à venir faire la formation d'une journée qu'on fait parce qu'il y a une demi-journée d'atelier sur utiliser SEAO. Oui, il y a des petits tweaks pour pouvoir mieux utiliser SEAO. C'est un outil qui est là, qui est efficace, qui n'est pas complètement efficace non plus, qui a ses petites particularités, comme tous les outils informatiques, mais quand on sait bien l'utiliser pour son entreprise, c'est sûr qu'on est capable d'aller chercher des informations qui sont cachées. Donc, oui, et puis beaucoup de pratique. Franchement, beaucoup de pratique. Donc, la réponse, c'est en fonction de ce que vous cherchez et une manière de le faire sur la SEO. Moi, j'utilise beaucoup la recherche avancée. Et puis, en fait, c'est un râteau que je mets en place. Et mon râteau, au début, il est un peu large. Et puis, au fur et à mesure, j'affine mes recherches dans SEO. Donc, c'est le petit truc que je peux donner pour l'instant. Comment s'inscrire à ce cours sur SEAO? La La Marie, formation, oui. Tu me passes la POC? Oui, c'est ça. Dans le fond, le calendrier de formation pour 2025, il est terminé. On avait 15 formations à travers le Québec. Ça a été super populaire d'ailleurs. Et effectivement, il y a encore beaucoup de demandes pour ça. Donc, on est en train de voir comment ajouter des nouvelles dates. C'est pour ça que Michel disait au début du webinaire, à la fin, en fait, on va vous mettre un sondage de satisfaction. Puis, il y a une question pour laisser vos coordonnées pour vous contacter quand on aura des nouvelles dates. Parce qu'en ce moment, on n'en a pas encore. On est en train de travailler là-dessus. On souhaite vraiment en ajouter. Donc, c'est à venir, mais c'est ça. Ça sera juste de laisser vos coordonnées. Sinon, vous pouvez les mettre dans le chat, puis je peux les prendre en note aussi en même temps. Là, ça pourrait être les deux façons. Mais c'est ça. Donc, c'est à venir. Est-ce qu'on a d'autres questions? Ah, dans un esprit de gestion de projet, qui seraient les acteurs à réunir autour de la table pour remplir l'appel d'offres? DG, ingénierie, vente, autres? eh ben, c'est toutes ces réponses. En fait, une opportunité, un contrat, un projet, il a un volet ressources humaines, il a un volet ingénierie, il a un volet responsable des opérations, il a un volet financier, etc., etc. Donc, selon la complexité du projet, il faut réunir toutes ces personnes-là autour de la table et puis que chacun puisse travailler sur son approche. La pire approche, c'est d'avoir un directeur des ventes qui répond tout seul à l'appel d'offres. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pris en compte tous les volets de l'entreprise. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un kick-off, une rencontre de lancement dès qu'on envoie un appel d'offres dans les 2, 3 jours maximum après la publication de l'appel d'offres. Et on met toutes ces personnes-là autour de la table pour que chacun apporte son point de vue. Et c'est la meilleure approche. Et ensuite, on va séparer le projet en sous-projets pour que chacune de ces personnes-là puisse contribuer dans son expertise sur l'appel d'offres. Merci, Fabien, très complet. On a une autre question. On se frappe souvent à des bloquants contractuels dans les AO au Québec en lien avec une responsabilité illimitée qu'on voit plus rarement dans les AO des autres provinces. Selon Ouais. votre expérience, est-ce que les donneurs d'ordre ont tendance à toujours demander une responsabilité illimitée dans les AO? Ça va dépendre du secteur d'activité, ça va dépendre de plein de paramètres, mais il faut poser des questions. Des fois, c'est un copier-coller d'un appel d'offres passé ou similaire qui a été fait, et on n'a pas, les acheteurs ne se sont pas autant posé la question de la responsabilité. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de standard dans les appels d'offres, mais sauf que ça ne s'applique pas obligatoirement dans ce projet-là ou dans ce secteur d'activité. Donc, je vous encourage dans ces cas-là à poser la question à l'acheteur de manière officielle, donc poser une question officielle, pour pouvoir le challenger. Puis moi, j'ai vu des appels d'offres en termes de responsabilité où il y avait des cautionnements de 200 000 dollars pour un contrat de 300 000 dollars. Ça ne fait pas de sens. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On pose la question à l'acheteur. Et puis, on est intelligent avec lui. On lui dit, regardez, on a cette situation par rapport au marché, par rapport à ce qui se fait.
C'est pas une caution de 200 000 dollars que tu devrais avoir, une caution de 10% ou de 50 000 dollars. Est-ce que tu l'acceptes de le changer? Puis l'acheteur, il doit répondre à cette question-là. Et donc, ça, c'est toute la stratégie de communication avec l'acheteur à travers les questions qui vont être posées. Good, merci. On va prendre, il y a une autre question dans le chat, ça va être la dernière pour tout de suite. Ensuite, on va passer au prochain volet pour être sûr d'avoir le temps de couvrir, puis on prendra les dernières questions à la toute fin, là, au besoin. Donc, en moyenne, combien de temps l'entreprise a pour répondre à l'appel d'offres? Y a-t-il un lead, excusez, j'ai comme quelque chose qui pop en même temps, je ne vois pas le mot complet. Y a-t-il un lead time obligatoire où la date est fixée en fonction de l'urgence du besoin? Non, il n'y a pas de. Oui, des fois, ça peut être l'urgence, puis en général, c'est un délai de 2 à 3 semaines. Ce qu'on voit fréquemment au Québec, c'est 2 à 3 semaines. Il peut y avoir des demandes d'extension qui repoussent à 4 semaines. Et puis après, ça va encore dépendre de la complexité du projet. Si c'est un appel d'offres qui est basé sur le prix uniquement, on va rester sur du 2 semaines. Pourquoi? Parce que l'évaluation, elle va être très simple, c'est par rapport à un prix. Quand on est sur des projets qui sont beaucoup plus complexes, qui demandent plus de réflexion, on peut être des fois sur des projets qui vont être de plusieurs mois aussi. Mais la règle du pouce, c'est 2 à 3 semaines. Merci beaucoup, Fabien. Donc, on va passer au témoignage d'Annick Tardif qui a participé à des appels d'offres. Donc, si tu veux ouvrir ton micro, on va. Parfait. Puis, vous pouvez écrire vos questions pendant ce temps-là dans le chat. On pourra faire une petite période de questions après son témoignage. À toi, Annick. Oui, bonjour tout le monde. Bien heureuse de faire partie de ce webinaire aujourd'hui, puis de vous partager mon parcours et le parcours de Tomorrow avec les contrats publics québécois. Dans le fond, les contrats publics québécois font partie de notre stratégie pour diversifier nos revenus depuis le jour 1. Historiquement, même, dans le fond, dans nos, dans nos valeurs d'entreprise, ben, il y a eu dès le début un souhait de faire des contrats aussi au gouvernement, des valeurs pour le gouvernement, des valeurs de développement durable, mais aussi par un intérêt par le logiciel libre, je vais dire un peu ce que je fais par la suite, là, ça va être plus facile, là, de propriété des données, de propriété du code, de faire donner des contrats à des entreprises du Québec, du Canada. C'est tout ça qui nous a motivés dès le début, puis qui nous motive encore à répondre à des appels d'offres publics et faire des contrats avec les ministères, organismes et autres du gouvernement du Québec. Oui, merci Fabien. Donc, Tomorrow a été fondé en 2007. On fait du développement web et infonuagique. On a une expertise pour des technologies utilisées par plusieurs ministères et organismes, des établissements du réseau de la santé, municipalités, Santé Québec, pour des sites web, des intranets et des applications web. Donc, c'est vraiment, comme on est en technologie de l'information, notre capacité de répondre à des besoins est transversale à travers les marchés publics. Aujourd'hui, Tomorrow, c'est 15 employés au Québec, euh, puis 2 millions de revenus annuels en services. Notre premier appel d'offres a été gagné en 2010. C'est ce que j'arrivais pour dire au début, là, où c'était que ben, l'entreprise a été fondée en 2007. Puis j'ai vécu la même chose par mon parcours. Je me suis joint à Tomorrow en 2017. Mais précédemment, j'avais aussi un parcours de petite entreprise en technologie de l'information qui permet sa clientèle là, euh, euh, des contrats publics. Fait que les deux associés de Tomorrow, notre parcours a commencé par être employés euh, dans des entreprises où il y avait des contrats publics. Donc, développer un intérêt, une connaissance, un peu pas nécessairement à répondre à des appels d'offres publics, mais à déjà développer des contacts, puis aussi du savoir-faire qui avait un besoin, pour lequel il y avait un besoin. Faire des contrats en partant de nos entreprises, à faire des contrats par l'intermédiaire d'autres entreprises.
qui, elles, gagnaient des contrats publics. Fait entre 2000, pour Tomorrow, entre 2007 puis 2010, ben, ça a vraiment été de passer par d'autres entreprises qui gagnaient des appels d'offres publics. Par la suite, d'avoir des premiers contrats aussi qui étaient plus gré à gré ou sur invitation. Puis le premier appel d'offres gagné par le processus via SEAO a été gagné en 2010. Les types de contrats, comme je mentionnais, c'est le contrat en matière de technologie de l'information. Donc, on a une portion, la majorité de nos mandats sont au niveau service, mais il y a parfois une portion qui est hébergement. Donc, on va avoir un contrat qui est vraiment 360, puis qui va inclure l'hébergement. Cette portion-là est considérée comme un bien. Euh, le mode de sollicitation, c'est ça, c'est autant des appels d'offres publics sur invitation ou gré à gré. Dans nos principaux clients, il y a, puis les mandats aussi dont on est le plus fiers dans les dernières années, bien, il y a québec.ca, c'est par l'intermédiaire du MCE. Puis par rapport à toute l'infrastructure du site québec.ca, puis de l'accompagnement au niveau de la solution utilisée pour la gestion de contenu, pour faire le site web. L'OQLF, qui est la vitrine technologique. Pardon, la vitrine linguistique. Donc, c'est un mandat, c'est un contrat de 5 ans qui va faire l'objet d'un futur appel d'offres pour le renouvellement qu'on a eu avec l'OQLF pour vraiment faire une refonte complète de 2 plateformes, en faire une grande plateforme. C'est un de nos plus beaux contrats à ce jour, puis dont on est fier. Il y a aussi plusieurs CIS et CIUS pour lesquels on a développé une coquille d'intranet qui autant pour qui est utilisé par plusieurs CCSIUS aujourd'hui, qui est personnalisé par la suite pour chacun des besoins, l'Université Laval et la Ville de Lévis. À ce jour, c'est plus de 5 millions en contrats publics depuis 2015. Puis, les contrats, généralement, là, j'ai mentionné 5 ans pour le QLF. Les contrats qu'on va gagner vont généralement être de 3 à 5 ans. Donc, dans la quantité d'appels d'offres qu'on va détecter sur SEAO, qu'on va répondre et gagner dans une année, il n'y en a pas tant que ça parce qu'un contrat pour une PME de notre envergure, bien, un mandat va durer de 3 à 5 ans. Puis parfois, même s'il est 3 ans, bien, il y a des possibilités d'extension pour une portion qui va se renouveler. Fait que même si initialement, bien, on va continuer à rester en contact puis avoir d'autres, soit des avenants ou des contrats de gré à gré en lien avec l'expertise qu'on a offert. Euh, donc, c'est plus de 50 mandats en 2025, 10 qui provenaient de nouveaux appels d'offres ou d'appels d'offres sur invitation. Les marchés publics québécois, c'est 30 de nos revenus en 2025, 36 en 2024. C'est pas nécessairement qu'on a eu moins, tu sais, ça peut paraître pour une baisse, mais il y a aussi, ça dépend dans une entreprise comme la nôtre, ben, les nouveaux mandats, si nos mandats de conception, nos plus gros mandats proviennent du public ou du privé, ben, ça va varier la portion que l'ordre va avoir dans notre revenu complet. Puis on a une projection de 40 de nos revenus en 2026. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Pardon. Pas de problème. Donc, la stratégie de préparation, comment Tomorrow aborde la réponse à des appels d'offres. On suit vraiment les bonnes pratiques qui ont été nommées par Fabien. On fait une veille pratiquement quotidienne ou bi-hebdomadaire de ce qui sort sur SEAO. Puis, on a appris avec le temps à développer nos critères pour préqualifier et qualifier un appel d'offres pour passer juste le bon temps sur chaque nouveauté parce qu'il y en a beaucoup. Oups. Donc, il va y avoir une personne dans l'entreprise qui est responsable, qui fait cette veille-là. Elle va ressortir selon les qualifications, puis selon une liste de critères qu'on a préétablis. Elle va ressortir les appels d'offres qui valent la peine d'être regardés par plus de personnes pour voir s'il y a une réelle opportunité, un réel intérêt à répondre.
Puis, on a développé aussi, là, avec le temps, bon, puis c'est encore dans les balbutiements de notre côté, mais bien entendu, on développe des outils avec l'IA, ben, tranquillement, des gems pour nous aider à comparer, à ressortir des résumés. Bref, pour être encore plus efficace. C'est pas la majeure partie de nos outils présentement, mais c'est quelque chose qu'on regarde vers le futur pour s'améliorer, pour continuer d'être de plus en plus efficace. Ensuite de ça, une fois que l'appel d'offres, puis aussi on se sert beaucoup de la veille parce que ça peut être, c'est quand même, tu sais, quand je disais qu'on gagne quelques appels d'offres par année, si on fait une veille deux fois par semaine, même plus, ça peut, puis on lit beaucoup de documents, ça peut sembler beaucoup comme investissement. Mais la réalité, c'est que ça nous aide aussi à rester compétitifs, puis on sert aussi du SAO pour voir, ben, les appels d'offres auxquels on n'a pas reçu, auxquels on n'a pas participé, ou ceux qu'on n'a pas gagnés, ou même ceux qu'on a gagnés, ils ont sorti qui a répondu qui a téléchargé les documents, qui a répondu à ces appels d'offres-là, qui a gagné, à quel prix. Bien, ça nous donne vraiment une belle visibilité sur le marché. Puis aussi, quelque chose qui est qu'on distingue par rapport euh, aux grandes organisations par rapport à des plus petites entreprises ou des entreprises privées. C'est le contenu de l'appel d'offres qui est très détaillé. Donc, ça va nous amener à bien comprendre les critères, où s'en va le marché. Donc, on va vraiment chercher beaucoup d'informations pour nous-mêmes, pour s'améliorer dans notre compétitivité. Puis aussi bien entendu détecter des opportunités, répondre, puis gagner. Comment se mentionner efficacement? C'est vraiment ben, tout ce qui est CV, beaucoup dans notre domaine, on gagne beaucoup par rapport à démontrer qu'on a fait des réalisations similaires. Donc, on s'assure de toujours maintenir à jour puis avoir nos contenus à proximité pour pouvoir répondre efficacement à tous les critères. Puis on reste concis, comme mentionnait Fabien. Puis pour ce qui est de la gestion des défis et des obstacles, je dirais que ben, c'est comme on voit plus d'avantages à soumissionner puis à apprendre dans notre collaboration. Ça reste quand même un marché qui est très normé. Donc, tu sais, il peut arriver que, ben, on va arriver on pensait qu'on allait finaliser un contrat, puis, oups, l'offre est un petit peu trop, est un petit peu trop, est pas, euh, elle répond pas bien aux critères pour rester dans le mandat actuel ou être gré à gré. Donc, on va repartir en appel d'offres. Donc, puis c'est le souci de toujours rester, supposons, ben, dans l'historique, ce qu'il y a eu, il y a eu des fois, ben, il va avoir des grands projets. Donc, il y a des périodes où il y a plus de mandats, des périodes où il y en a moins. On a déjà eu un gel de 2 ans sur les contrats, mais à ce moment-là, on s'est tourné vers autre chose, mais pour poursuivre. Puis le marché s'est restabilisé par la suite et les offres sont revenues par la suite. Euh, ben, j'ai l'impression d'avoir quand même déjà pas mal dit les avantages des marchés pour public pour Tomorrow. Mais donc, c'est des mandats sur plusieurs années généralement, eux aussi qui vont apporter un lot ensuite. Plus on se fait connaître, plus on fait de mandats, ben, plus les appels d'offres sur invitation vont arriver aussi parce qu'on est connu par notre expertise. Puis une façon aussi de toujours, comme on doit être très concurrent, ben, toujours trouver des meilleures façons pour réaliser les mandats avec la qualité, mais au meilleur prix possible. Je dirais quand même de ne pas hésiter. On gagne nos conseils aussi. J'ai pas sorti le nombre d'appels d'offres qu'on gagne par rapport aux soumissions, mais tu sais, je dirais on est
de 30 à 50. Donc, c'est pas du 90 ou du 100 puis, on investit quand même beaucoup d'heures. Il y a quelqu'un tantôt qui a demandé combien d'heures ça prenait répondre à un appel d'offres. De notre côté, c'est de 3 à 5 jours de travail là, pour répondre à un bon appel d'offres. Les appels d'offres les contrats qu'on a généralement sont en bas d'1 million. Même si on a déjà soumissionné pour des contrats au-dessus du seuil de 1 million qui demandent une accréditation qu'on a par l'AMF, si je ne me trompe pas. Euh, Hmm. mais on MP. est. Oui. Pardon, AMP. Ah, c'est ça, je me trompe tout le temps. Je viens de la renouveler pourtant. Le, euh, pour l'AMP, ben, on continue de vouloir répondre puis d'agrandir nos mandats avec les marchés publics. Mais généralement, c'est en bas d'1 million les mandats auxquels on répond. Puis, ben, donc, ça va aller de 3 jours à 5 jours pour répondre. Merci beaucoup, Annick. Super intéressant. Ça vient vraiment compléter le contenu qu'on vient de voir, là. C'est vraiment agréable. Est-ce qu'on a des questions des gens dans la salle, donc soit par le chat ou encore une fois la main levée, là? C'est le temps, profitez-en. Ça peut être encore sur le contenu au besoin, là. Ça peut être sur les deux parties. Non, pas de questions. OK, bien on va aller avec la prochaine diapo. Fabien, si je ne me trompe pas, c'est la boîte à outils. Donc, je vais laisser Michel parler. Si vous avez des questions entre-temps, gênez-vous pas. Alors, ben, merci beaucoup, Annick. Merci beaucoup, Fabien, pour vos présentations très pratiques là, pour aider les gens à se lancer là, dans les marchés publics. Je vois une question peut-être dans le chat, Marilyn. C'est juste merci qui est écrit. Ah, OK, c'est bon. Tu vas mettre le sondage, hein, c'est ça? Oui, je vais le mettre tout de suite, effectivement. Parfait. Donc, ben, voici la boîte à outils du MEIE. C'est vraiment un endroit fort pertinent pour tous ceux qui voudraient se lancer. Il y a un guide d'accompagnement, accéder au marché public pour la première fois. Il y a des vidéos et tout ça. Il y a une liste de vérification aussi avant de fermer une soumission. Donc, les gens du MEIE ont travaillé très fort là, pour mettre en place au même endroit, au ministère, l'ensemble là, des outils là, que vous pourrez utiliser. Euh, D'ailleurs, tantôt on a parlé de formation, tout ça. Marilyn, elle a dit, bon, OK, on espère pouvoir avoir des formations. Je le répète, on aimerait ça beaucoup que, ben, premièrement, que vous preniez le temps de répondre à notre sondage de satisfaction et que vous laissiez vos coordonnées courriel si vous voulez être tenu au courant des dates là, qui vont venir là, à travers le Québec. Ben, ça va conclure le webinaire pour aujourd'hui. Je voudrais remercier encore le ministère de l'Économie pour son partenariat avec nous. J'aimerais remercier aussi également Fabien et Annick là, pour leur témoignage et aussi pour leur expertise. Merci beaucoup et bon après-midi. Merci tout le monde. Merci. Au revoir. On reste ici.